Bonjour, bienvenue dans cette présentation faite par Isineo sur l'analytique augmentée, comme le présente Click. Donc la présentation qui va être faite est celle qui a été faite dans le cadre du carré, ce qu'on appelle le carré, c'est nos réunions clients qui ont lieu à Strasbourg et Paris en mois de juin 2018, et nous allons revenir principalement sur l'intégration des moteurs de calcul avancés type R et Python, et sur l'analytique avancée comme la voie clic, on verra qu'il y a un spectre beaucoup plus large que juste cette partie. Au moins dans le discours, enfin dans ce que je vous expliquerai sur cette partie. Alors, l'agenda, c'est l'introduction, le positionnement, le fonctionnement, une large part de démonstration. Et on reviendra ensuite sur les architectures et les ressources pour si vous désirez installer les moteurs pour pouvoir fonctionner avec Click. Donc la définition ici, elle est un petit peu restrictive dans le sens où Click voit vraiment l'analytique avancée comme un support à l'intuition, à rechercher des données, orienté assistance à l'utilisateur et beaucoup moins sur un remplacement de l'intuition humaine. Au-delà de ce qu'on va voir ici sur les moteurs de calcul, il faut également bien regarder les démonstrations qui ont été faites à la keynote de mai par Click à Connection, qui est disponible sur YouTube, et où il y a des exemples intéressants de l'avenir en fait de l'assistance qu'on va avoir, même au sein des applications ClickSense. Mais dès aujourd'hui, déjà, les moteurs cognitifs qui sont capables d'interpréter à la volée les données en les comparant les unes aux autres pour assister l'utilisateur dans les types de graphiques et proposer déjà des représentations sur la simple base des données, est déjà une première approche extrêmement intéressante. Donc ici, on va beaucoup plus être dans la partie calcul-simulation, ce qui va vous être présenté. Alors le positionnement donc de l'analytique avancée, on va l'appeler comme ça pour l'instant, c'est ce que disent nos clients. D'abord, des calculs qui ont déjà été faits, c'est des algorithmes qui existent dans l'entreprise. Est-ce que je peux les réexploiter? Quel est l'intérêt d'avoir ce clic en substitut de produits de type R par exemple? Ou alors, est-ce qu'on va pouvoir utiliser véritablement ce genre de solution sur des données de gestion des stocks, optimisation, détection de fraude, etc. Et est-ce que Click en fait apporte quelque chose à ce genre de calcul, de possibilités? Donc les points clés à prendre en compte, c'est évidemment comment est-ce qu'on va amener de l'information manipulable par les utilisateurs qui prennent des décisions alors qu'ils ne sont eux-mêmes pas véritablement ce qu'on appelle des data scientists, des gens capables de créer des formules, de comprendre la donnée et d'établir des règles de calcul. Est-ce que ces décideurs vont pouvoir interagir avec les calculs avancés? Est-ce qu'ils seront capables et à même de faire des choix par rapport à des données et de faire modifier des calculs en faisant des sélections comme on le fait au sein de Click? Et comment le travail qui a déjà été fait ou qui pourrait être fait par les data scientists va pouvoir être valorisé? Voilà, c'est vraiment les points clés qu'il faut aujourd'hui analyser. Sur le spectre des exigences analytiques, c'est une présentation, je trouve, intéressante, dans le sens où on voit que clairement dans Click on a un spectre d'analyse qui est extrêmement vaste. Sur beaucoup de produits de BI, on va avoir des choses qui sont extrêmement bien maîtrisées, comme le reporting institutionnel, voire de l'analyse guidée, ou des data visualisations. On connaît pas mal de produits évidemment de data vis, mais des produits capables de couvrir l'ensemble du spectre qu'on voit ici et qui vont au-delà des calculs avancés jusqu'à qu'on appelle l'Advanced Analytics. Bon, là par contre on est sur un marché qui devient extrêmement restreint. Donc très souvent on a des solutions qui ne couvrent qu'une partie du spectre ici. La Visual Analytics qui est un peu au centre, l'Advanced qui est à droite, sont des choses qu'on connaît, mais aujourd'hui à combiner l'ensemble du début à la fin, il y a peu de produits qui savent le faire. En tout cas, Click est positionné pour ça. Et si aujourd'hui les capacités natives des fonctions statistiques
incluses dans Qlik lui permettent d'avancer sur les parties modélisation mining, scénario, algorithme. Voilà. Et donc on va voir en fait que Qlik a investi beaucoup et mis à disposition des moyens pour aller bien au-delà de ce qu'on faisait jusque-là dans Qlik Sense et dans QlikView. Donc un des points importants, c'est évidemment de dire comment est-ce que je vais fournir des informations pertinentes à l'utilisateur final. C'est-à-dire, comme je le disais juste avant, c'est les décideurs, est-ce qu'ils seront capables, dans la partie associativité, de faire des interactions avec même des moteurs de ce type qu'ils ne savent pas maîtriser, et comment cela va être possible. Et donc si on regarde la situation actuelle, on est quand même beaucoup dans ce mode de fonctionnement. C'est-à-dire que le data scientist fait à peu près la totalité des actions. Donc de la création des modèles, des données, des générations de résultats, de leur présentation. Il n'y a pas vraiment d'accès facile et simple à d'autres personnes que les data scientists sur ce type de solution. Les analystes métiers vont se contenter de ce que leur donnent les data scientists pour interpréter les résultats. Les business users en tireront des plans d'action sur la base de ce qui leur sera fourni. Et aujourd'hui, avec ce qu'on va pouvoir visualiser dans la présentation qui va être faite juste après, c'est que le data scientist revient beaucoup plus sur sa base à la création des modèles, gouvernance et supervision. C'est-à-dire vérifier que les calculs sont bons, qu'il est capable d'avoir de certains types de données, véritablement amener des solutions qui sont demandées par les business users ou les analystes métiers et de les transcrire sous une forme technique. L'analyste métier, quant à lui, eh bien, il va pouvoir véritablement se consacrer aux données, c'est-à-dire la validation des données de acquisition, la sélection des modèles et surtout des paramétrages avancés qu'il n'était pas trop capable de faire jusque-là, voire pas du tout. Le business user, il pourra faire des choses basiques, mais surtout générer des résultats, les présenter, ce qu'il ne pouvait pas faire, et bien entendu en tirer toujours les plans d'action. Mais la sélection des données qu'il va pouvoir faire est une modification majeure par rapport aux situations précédentes. Donc les rôles s'inversent, du moins se mixent beaucoup plus au détriment du data scientist peut-être, mais surtout à un repositionnement de chacun dans son véritable métier. Donc c'est ça qui est intéressant dans cette présentation. Alors sur la partie fonctionnement technique, un petit peu technique d'intégration des moteurs dans Qlik, on va retrouver une interaction directe avec les moteurs d'analyse. On verra que c'est les API qui ont été développés pour que les manipulations que l'on réalise dans Qlik, quand on est en mode interactif, puissent avoir une réponse des différents moteurs de calcul. Donc l'idée est bien entendu d'utiliser le moteur associatif pour ça, d'avoir des formules avec des expressions natives dans Qlik capables d'interpréter les sélections faites par l'utilisateur pour pouvoir avoir des résultats directement. C'est basé sur des connecteurs construits pour tout type de moteur et on verra que dans l'exemple qui est de R, on a un développement particulièrement intéressant et avancé en raison des contraintes du moteur R. Et en fait, c'est exploiter la puissance, effectivement, des calculs analytiques avancés dans Qlik Sense. C'est ça qui est intéressant. Comment ça marche? Alors tout simplement, l'utilisateur il fait ses interactions quand il est en mode analyse. L'hypercube est recalculé par le moteur QuickSengine dans le nouveau contexte de manière relativement classique, même tout à fait classique. Les données sont envoyées ensuite immédiatement des sélections au moteur R par rapport aux formules qu'on utilise. Lui, il va exécuter la demande et renvoyer ses résultats au QuickSengine qui fournit en temps réel une restitution au client utilisateur. Voilà, donc ça fait un cheminement qui est relativement lourd comme ça sur le dos, mais qui va très très vite et qui permet en fait, on va le voir, des interactions intéressantes pour les analystes métiers. Alors, on fonctionne comme ça sur les moteurs, c'est-à-dire que bon, dans les clients Qlik Sense, on manipule les objets graphiques avec des expressions donc, qui sont spécifiques au moteur utilisé. Et l'hypercube, c'est les données donc, qui sont
filtrées de manière classique par clic, envoyées aux différents moteurs qui renvoient une réponse avec une représentation graphique interactive. Et donc, quand on a la possibilité également, en fonction de certains calculs, de ne pas utiliser cette interaction au moment de l'analyse par l'utilisateur, mais au moment du chargement des données, donc c'est tout à fait possible. Dans ce cas, lors de la mise à jour, Qlik va aller interroger les différents moteurs, enfin ceux qui sont sollicités par des formules qui sont créées directement dans le script, en mode batch, et là les moteurs vont répondre sous une forme de table qui vont être incorporées dans le modèle. Donc on verra une présentation également de ce cas tout à l'heure. Et pour le coup, lors des manipulations de données, on reste dans du Qlik 100%, même si on a fait appel en fait à des moteurs externes pour la restitution et le calcul d'informations. L'avantage est évidemment de ne pas solliciter des moteurs, d'avoir des temps de réponse classiques dès qu'on peut le faire. Alors on a un peu moins effectivement de possibilités d'interaction que ce qu'on aurait pu avoir avec la version l'interaction en temps réel via des formules, mais voilà, dans certains cas ça peut être relativement intéressant, surtout quand ça nécessite des calculs avancés pour pouvoir avoir un résultat qui serait un peu trop long en affichage dynamique. Ce qui rend véritablement l'approche unique et que vous pourrez constater dans la démonstration, c'est que ça fonctionne avec tous les moteurs tiers. Pour R, on va le voir, une particularité dans l'architecture qu'on verra tout à l'heure. Mais voilà, les connecteurs sont basés sur des API de Qlik, et que Qlik est basé 100% sur les API, donc il fonctionne sur ces API ouvertes. Et comme on l'a vu juste avant, le cheminement entre les deux, c'est par rapport aux sélections de l'utilisateur, avec un envoi et un retour des informations beaucoup plus rapide que sur des batchs classiques. Alors on revient sur les acteurs un petit peu dans une présentation un petit peu différente, mais on voit en fait que les data scientists conçoivent et développent des algorithmes. C'est le cas véritablement c'est la concrétisation un petit peu de ce que je disais juste avant, que les business analystes et utilisateurs, eux, créent des applications Qlik Sense avec l'intégration d'analyses avancées en provenance des data scientists pour effectuer des analyses métiers. Les développeurs peuvent construire des extensions, on va le voir, donc certaines sont déjà proposées, et même des connecteurs pour les différentes autres possibilités, moteurs ou autres. Et tout ça dans le cadre de l'administration classique de Qlik Sense. Donc voilà, c'est un mix, enfin une redistribution des rôles pour faire fonctionner ce type de moteur sur Qlik. Alors les cas d'usage, ils sont nombreux. Donc ici, prévision de demande, voilà, santé, segmentation de clients, on verra quelques exemples, mais il existe énormément de possibilités de calcul déjà préconstruites ou que vous avez déjà pu réaliser ou qui seront à réaliser en fonction de vos besoins spécifiques, mais déjà beaucoup de packages existent et en fonction de certains métiers ils vont assez loin. Donc si vous utilisez peut-être déjà, donc l'idée c'est de voir pour ces cas-là quelle est l'interaction avec Qlik. Et donc la phase suivante, eh bien, ça va être une démonstration. En fait, en partant sur d'abord de l'interactif via des extensions Qlik, qu'on va voir, puis en utilisant directement des expressions, cette fois en étant full Qlik Sense, mais juste avec des expressions utilisables pour le cas qui va nous intéresser par le moteur R. Puis un troisième type d'utilisation qui relève de données, comme on l'a vu juste avant, qui sont précalculés lors de l'exécution du script pour ne plus faire appel au moteur pendant l'analyse par le client. Donc voilà, donc on va pouvoir passer à la démonstration. Bien, donc la première partie de la démonstration va être d'abord en utilisant une extension que Qlik a développée et qui est maintenue par Qlik, qui va faciliter l'intégration, on va le voir, avec le moteur R. Alors ici on est dans une utilisation directe de création d'applications. On fonctionne sur la partie serveur avec deux fonctions, le moteur R qui a été monté en service, et puis un service qui s'appelle SSE qu'on décrira juste un petit peu après, qui va permettre en fait de transcrire les données à format Qlik sous un langage interprété par R.
Alors ce service n'est pas nécessaire sur les moteurs comme Python, puisqu'on peut envoyer directement des données sans avoir à l'utiliser. Donc dans le cas qui est ici, Qlik a dû développer un service complémentaire de transcription. Donc ceux-ci sont déjà montés en mémoire sur le serveur, c'est un serveur distant qui est dans le cloud, et ici on est sur une utilisation à distance, donc en création d'application. Donc là je vais pour l'objet de la démonstration vous montrer un. Donc voilà, je vais partir de ce fichier qui s'appelle data production, dans lequel on a tout simplement des données avec des mois, des articles et des quantités. Donc voilà, c'est tout, différents articles. Donc ce fichier, je vais le prendre ici, ça s'appelle data production, puis je vais le glisser dans mon application. Très bien. Donc je vais utiliser, comme je le disais tout à l'heure, une extension qui s'appelle Toolbox, donc extension supportée par Qlik. Donc cette Toolbox va me permettre ici en fait d'aller beaucoup plus vite, puisque on a déjà un certain nombre d'analyses type qui sont préparamétrées, et pour le cas qui nous intéresse, on va prendre pour l'instant une régression linéaire. Donc on voit qu'on a déjà un certain nombre de catégories possibles, et dans les régressions linéaires on peut prendre une line chart, c'est-à-dire un graphique en ligne. Alors on va rajouter la notion d'année-mois ici, donc ça va être year month, voilà, en abscisse, et puis en ordonnée on va rajouter la somme des quantités qu'on a vendues. On a vu tout à l'heure la quantité et la somme. À partir de là, dès que Qlik en fait, grâce à ce module, voit que je fais une demande à un moteur R, puisque c'est une extension, eh bien, il a envoyé la demande au moteur qui a répondu par une interprétation graphique, en l'occurrence une régression linéaire simple. Donc ici, il a positionné l'axe des abscisses que j'avais donné et qui a été interprété. Alors ça pourrait être, si c'est des mois, ça pourrait être toutes sortes d'autres types d'abscisses. Et on voit ici les données réelles qui sont en bleu, on voit ici observer. Et puis on a dans la régression linéaire en rouge la ligne de régression linéaire pure, et puis l'intervalle de confiance qui va être plus ou moins important en fonction des paramètres qu'on va utiliser à droite dans les paramètres du graphique. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est effectivement de voir qu'on est dans un fonctionnement tout à fait classique de Qlik ici. Donc, on a des dimensions, des mesures, on va pouvoir renommer sa quantité. Pardon. Excusez-moi. Et puis ici faire des tris sur autre chose. Ce qui est intéressant, voilà, c'est de pouvoir mettre en fait des choses qu'on a l'habitude d'avoir, supprimer ou valeur 0, et ici changer éventuellement la partie affichage. Donc si par exemple à la place de ce que j'avais ici, je voulais le mode tableau, c'est-à-dire pouvoir exporter les données sous une forme de table, donc qui sont les données qui ont été calculées par le moteur, moi je pourrais très bien faire ça, et puis l'exporter ou le copier en CSV et l'imprimer. Voilà, on peut rajouter quelques commentaires, comme par exemple la formule. Et puis ce qui peut être intéressant ici, c'est d'étendre, c'est-à-dire de dire en prédictif, puisque là on est sur la régression linéaire sur l'existant, de dire tiens, j'aimerais bien pouvoir avoir, voilà, sur une extension par exemple de 12 mois, ou par exemple si je viens ici de 18 mois. Donc il va me faire un intervalle de confiance ici sur une période d'extension de 18 mois complémentaire par rapport à celle que j'avais ici. Donc avec un intervalle de confiance qui est d'ici de 0,95, et que si j'augmente ou je baisse, j'aurai simplement ici une interaction. Le moteur va recalculer. Si je mets 0,90, il va me recalculer. Vous voyez, l'intervalle de confiance est réduit, et ici voilà, il est proche. Donc ça c'est véritablement intéressant en termes d'interaction. Alors ce qui peut être beaucoup plus intéressant, c'est là que ça devient quelque chose de très particulier par rapport à Qlik, c'est qu'à partir d'ici, on va vouloir rajouter les articles. Donc dans notre champ qui est ici, je vais rajouter le champ article. Voilà. Et donc cette régression linéaire, à partir du moment où je choisis boîtier, vous voyez, il va pouvoir me changer tout simplement le calcul en fonction de ça. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je fais une sélection, même si je fais une sélection de multiples, donc les boîtiers ça, ou les boîtiers plus les plateaux 50, et bien pardon, les boîtiers, donc
à chaque fois que je fais une sélection, j'ai une réponse du moteur par rapport à ma sélection. Donc la sélection peut être multiple, élaborée, etc. Et donc là, le gros avantage, c'est qu'évidemment, par rapport à ce qu'on pouvait avoir jusque-là comme vue des données, donc c'est qu'on a une vraie interaction avec Qlik et finalement une expérience utilisateur qui est identique à ce qu'on connaît sur l'associativité, alors même que, contrairement à ce qu'on a connu jusqu'ici, on n'est pas dans un fonctionnement du Qix Engine avec ce qu'on appelle un hypercube, c'est-à-dire une réduction des données par rapport aux sélections que je suis en train de réaliser, mais véritablement un hypercube qui est envoyé à un calcul extérieur et qui renvoie l'information. Alors ici on est sur un graphique donc qui fait partie de l'extension, c'est un graphique spécifique qu'on ne connaît pas en standard dans Qlik, et on verra tout à l'heure comment on peut faire pour utiliser du pur Qlik en termes de graphique. En partant cette fois des formules, puisque là, comme vous l'avez vu, on n'a pas du tout de formule à concevoir, on a juste à envoyer des données et c'est l'extension qui va se charger d'utiliser la formule adéquate dans le moteur. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose de particulièrement intéressant, je trouve, par rapport à la simplicité de mise en œuvre. Très bien, donc maintenant on va recréer une autre application qui pour le coup va utiliser cette fois d'autres possibilités, notamment ce qu'on appelle le scatter plot. Alors le scatter plot, donc on va revenir ici. Voilà, donc ici donc je crée une nouvelle application qui s'appelle scatter plot, et dans cette application je vais monter un fichier qui est ici, qui s'appelle donc client produit. Donc voilà, c'est un fichier simple également, avec, contrairement à ce qu'on avait vu tout à l'heure, un ID client, une taille de client, chiffre d'affaires, etc., des produits et un montant de chiffre d'affaires qu'on a réalisé avec. Voilà. Donc là, il y a à peu près, il n'y a pas énormément de lignes, hein, il y a assez peu de lignes pour notre exemple. Très bien. Donc on va fermer ce tableau, et puis ici on va utiliser notre fichier pour le charger dans l'application. Très bien. Donc on va donc utiliser la même chose que tout à l'heure avec cette fois toujours avec la toolbox, extension ici. On va prendre ça. Par contre cette fois on va prendre également en régression linéaire, mais le scatter plot qui est ici. Donc il va nécessiter donc une première dimension qui va être les clients, hein, les clients. Une première mesure, puisque là on est en abscisse, enfin on a deux mesures à ajouter. Là, on a une abscisse qui va être la moyenne de la taille client, voilà, et l'autre mesure qui va être le chiffre d'affaires. Voilà. Et là j'ai un scatter plot, c'est-à-dire qu'ici donc j'ai bien ma taille dans mes dimensions et dans mes mesures, la taille moyenne du client et la somme du chiffre d'affaires que je réalise avec. Donc ce qui est intéressant évidemment, c'est de voir le coefficient de relation qu'il peut y avoir entre, et c'est ça le but du scatter plot évidemment, entre mes deux valeurs. Donc est-ce qu'elles sont proches, est-ce que donc quand le client est gros, je fais un plus gros chiffre d'affaires. En fait en l'occurrence c'est ça qui m'intéresse ici, de vérifier que c'est le cas. Alors évidemment pour faire ça il faut qu'on rajoute des articles, hein, comme on l'avait fait tout à l'heure, pour qu'on vérifie par type d'article si on a une corrélation intéressante ou pas. Donc dans les champs qui sont ici, pardon, il s'appelle pas article mais produit, on va donc le mettre ici. Voilà, donc on a 4 produits. Alors quand je prends le produit A ici, je vois que j'ai une adéquation totale entre les deux, c'est-à-dire qu'effectivement là on est très très proche, hein, donc la ligne de tendance, les points sont très très proches, donc ça veut dire qu'ici effectivement plus on a un chiffre d'affaires élevé et plus le client est important en termes de taille, et puis on a un chiffre d'affaires élevé sur cet article. Il y a une corrélation totale entre les deux, donc très bien, c'est une première analyse. Donc sur l'article B par contre on a une décorrélation totale dans l'autre sens, c'est à dire que
plus le client est important et plus le chiffre d'affaires est faible. Donc c'est possible sur certains articles destinés peut-être à une population de clients particuliers qu'on pourrait combiner ici si on avait cette dimension. Mais en tout cas ça apparaît clairement ici. Sur ce type d'article, là, on a une décorrélation totale, c'est-à-dire qu'il est très très difficile de dire que l'article il est plus vendu en fonction de la taille. C'est véritablement fluctuant. On ne peut pas faire de relation entre les deux. Donc on est carrément il y a trop de disparité entre les valeurs. Donc, et enfin sur le D, on retrouve une linéarité, mais avec plutôt des sortes de groupes. On voit qu'il y a un groupe ici, peut-être un là encore, un autre ici. Donc ce qui serait intéressant ici, c'est peut-être d'avoir des couleurs par groupe pour pouvoir les segmenter individuellement. Donc c'est quelque chose qu'ici on peut faire comme ça, c'est-à-dire on peut faire une sélection ici qui revient à faire une sélection des ID clients qui sont là. Bon, ce qui serait intéressant, et on le verra tout à l'heure en utilisant le graphique clic standard, c'est de pouvoir avoir des couleurs par rapport à ça. Donc les mêmes types de sélection qu'on pouvait connaître dans un clic, on peut les utiliser ici. Hein, donc on a les mêmes possibilités. Voilà donc pour cette régression. Alors ce qui va être intéressant, c'est de voir un petit peu un autre type d'exemple, cette fois avec une influence de type multifacteur. Donc sur un autre exemple qu'on va regarder tout de suite. Voilà, donc dans cette application qui est déjà préconstruite pour le coup, on va pouvoir aller voir un petit peu qu'est-ce qui a été réalisé. Donc là, on est sur une régression multiple, c'est-à-dire en fait, on analyse un certain nombre de facteurs qui peuvent influencer sur d'autres. Donc ici, on a pris les prix de vente d'un quartier, de maison, d'immobilier d'un quartier, et puis on lui a rajouté X facteurs en demandant à R de faire une sorte faire un calcul en essayant de voir si ils ont une influence les uns par rapport aux autres, c'est-à-dire c'est une corrélation de valeurs les uns par rapport aux autres. Donc par exemple, avec le prix qui est donné ici dans la première ligne, on peut très bien voir si certains facteurs ont une influence significative ou pas sur le prix. Et par exemple le taux de criminalité de la ville par habitant, ou ici on n'a pas tout à fait les libellés puisque l'objet ne permet pas tout à fait de les avoir, on a mis les significations en dessous. Voilà le taux de concentration d'oxyde, la taille des appartements évidemment, enfin un certain nombre de choses. Ce qui est véritablement intéressant, c'est de dire ben voilà, il faut avoir des données de base, hein, on revient à ce qu'on avait dit tout à l'heure sur la qualité des données et sur l'envoi qu'on peut faire. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'outil va faire un calcul en disant, d'après les données qu'on a, ça peut avoir telle ou telle incidence sur le prix, hein, parce qu'il y a une corrélation qui est faite entre les valeurs et leur périodicité. Et avec une formule qui est marquée ici. Hein. Donc on voit par exemple que l'incidence ici est très très faible. Par exemple pour le taux de criminalité, hein, ça fait sur 36 on a moins 0,108, mais si on a ici, on voit que là on a un facteur qui est beaucoup plus important, c'est le NOx, c'est-à-dire la concentration d'oxyde nitrique par des millions. Donc, la pollution en fait semble avoir une incidence forte sur le prix. Hein, et voilà, sur différents facteurs qui vont voilà, on est sur une forme ici qui est plutôt tableau, hein. Donc de la même manière qu'on a ici, donc c'est la suite des informations ici, une représentation graphique des points, donc qui n'est pas très facile à lire. Ce qui va être plutôt intéressant, c'est celle-ci, c'est-à-dire que on voit un peu mieux hein, que là il y a une baisse du prix liée à ça, donc sur la valeur qui est ici, qui est forte, hein, et puis on peut voir qu'il n'y a pas beaucoup en fait par rapport aux données que j'ai envoyées finalement. Certaines ne sont pas prédominantes sur le prix, mais on voit quand même que certaines ont des variations, avec l'avantage ici de voir les plus et les moins, hein, enfin c'est-à-dire d'avoir un intervalle de confiance par rapport à ça.
Une autre représentation qui permet, en partant de n'importe quel facteur, de voir l'incidence qu'ils ont eu sur les autres. Par exemple, le nombre de pièces par logement, bon, effectivement, là, il a une grosse incidence. Et si on part ici sur le taux de criminalité, on voit qu'en partant du 1, qu'est-ce qui fait est-ce que c'est lui qui peut avoir une variation, on voit la variation par rapport à lui sur l'ensemble des autres facteurs. Puisqu'en fait, le moteur a calculé la variation par rapport à l'ensemble des facteurs. Donc, ça, c'est intéressant dans le sens où ce qu'il faut retenir ici, c'est que on va pouvoir lui envoyer un certain nombre de données dont on n'est pas très sûr qu'elles aient véritablement un impact et que lui va nous retourner et qui va nous permettre d'analyser si oui ou non et d'approfondir ultérieurement l'impact que ça a pu avoir sur nos valeurs. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant parce qu'il est très très difficile à faire sans un moteur comme celui-ci. Donc la démo suivante, ça va être sur les saisonnalités. Voilà, donc cette application est plus orientée sur la saisonnalité, time series. Donc si on va sur ce graphique ici, donc c'est cet objet qui fait partie de la toolbox également, et bien il part de valeurs observées qui sont ici, et il donne la tendance sur cette ligne ici, et la saisonnalité. Donc on voit, ce qui n'apparaît pas forcément ici, on voit bien qu'il nous trouve une saisonnalité parfaite dans notre exemple qui est ici, qui n'apparaît pas du tout dans les valeurs observées. On ne serait pas capable de voir qu'on a une telle saisonnalité aussi importante ici. Et puis ici, la partie qu'on appelle random, c'est-à-dire les valeurs un peu disparates dans les données qu'on a, c'est les résidus, on appelle ça. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est de voir comment est-ce qu'on fait un graphique de genre. Donc si par exemple, alors là c'est extrêmement facile, c'est-à-dire si je prends toujours dans ma toolbox, ici mon extension, très bien. Donc là je vais partir sur les time series et sur la décomposition des séries temporelles, Decomposing Time Series. Donc en dimension ici, je vais mettre les années-mois, comme j'ai fait tout à l'heure, year month. Okay. Et en mesure, je vais prendre la somme si c'est des passagers, donc je vais prendre le total des passagers. Et c'est tout, en fait, j'ai simplement mon graphique qui se fait. Donc ça veut dire en fait que tout simplement en mettant une dimension et un axe, eh bien il va tout de suite nous faire ce genre de graphique. Et on peut évidemment avoir un certain nombre de choses, par exemple le mettre sur un seul, des graphiques combinés, qui permettent de voir ici des choses les unes sur les autres, et ici on pourrait avoir différents multiplicatifs ou additifs ici sur les valeurs. Donc c'est quand même assez intéressant, et encore une fois avec finalement des données que vous pouvez avoir vous en interne, et sur lesquelles vous pouvez tout de suite vérifier et voir s'il y a une incidence en fait, et s'il y a quelque chose que vous retrouvez par rapport à ça, ou des questions que vous vous posez, savoir si c'est véritablement par exemple saisonnier ou pas. Alors il existe énormément de possibilités de calcul. Bon, celles qui sont standards ici, mais il y en a d'autres qui pourraient être utilisées ici. Voilà, et en fait, cette fois, pour le dernier graphique, vous montrer également ce qu'on appelle le K-means, c'est-à-dire du clustering de données. Voilà, donc c'est un peu la même chose mais que tout à l'heure, sauf qu'ici on voit qu'il a mis des couleurs mais c'est exactement les mêmes dimensions que ce que j'ai fait tout à l'heure, donc il a pris dans la toolbox la même chose que ce qu'on avait. Simplement là ici on se retrouve avec un certain nombre de données qui sont auto-classifiées par couleur. Ce que je disais tout à l'heure. Par contre là on peut pas avoir la courbe de tendance. Donc si vous voulez avoir les couleurs et les deux, ça nécessiterait de retravailler l'objet pour pouvoir avoir un combiné des deux, ce qui est faisable, mais en standard on est là-dessus. Voilà, et ensuite sur des analyses de ce style, c'est possible aussi d'avoir c'est des objets en fait de R, de les prendre comme ça, une analyse 3D de ce type avec des sélections qui sont possibles toujours sur un mode restreint, par exemple ici, sur ces carrés qui sont ici, faire une sélection de ce type pour voir un peu quelle est l'incidence.
Voilà. Bon, ici, ça relève un petit peu de... C'est surtout pour les personnes qui connaissent, vérifier qu'elles peuvent retrouver un peu les modes de fonctionnement qu'elles connaissaient, mais qui sont à destination cette fois des utilisateurs. Hein. Donc on est exactement la même analyse qu'avant, sur une forme beaucoup plus 3D, mais avec les mêmes types de segmentation d'articles. Voilà, très bien. Donc la phase suivante... ça va être de vous montrer comment est-ce qu'on peut, cette fois sur la base de formules clic et d'objets clic, appeler le moteur R et sans passer par les extensions qu'on vient de voir et les tableaux qu'on vient de... enfin les modes de fonctionnement qu'on a utilisés jusque-là. Bien, donc nous allons créer une application et c'est exactement sur la base des mêmes données que ce qu'on avait fait auparavant. Donc pour pouvoir vérifier comment est-ce que Click est capable d'interpréter des formules donc de type R pour ce cas qui nous intéresse directement dans des objets Click à la fois graphiques et formules. Donc on va reprendre le fichier Excel qu'on avait utilisé tout à l'heure et donc revenir exactement en application comme on l'avait déjà fait dans la tout premier exemple avec l'ID client, les produits et la taille du client. Très bien. Donc il serait possible, si on voulait faire tout à la main, de créer donc la somme du CA, etc., de créer ses propres dimensions et mesures. Mais on a aussi un assistant, Click a pensé à créer un assistant qui peut servir au moins au départ pour se lancer sur les formules, qui s'appelle Expression Builder. Alors il est nécessaire, on peut l'utiliser pour créer directement les dimensions, mesures, et puis après on supprime puisqu'il ne fait que assister à la création. On n'a pas besoin dans l'utilisation. Et puis ça permet effectivement de s'en inspirer pour pouvoir créer d'autres formules derrière. Ici, si je prends, on a 3 types d'analyse, donc c'est la première, celle qui m'intéresse, c'est de refaire ce qu'on avait vu tout au début. Donc de reprendre dans les dimensions l'ID des clients et de reprendre une mesure de type ici la somme du chiffre d'affaires, hein, c'est ce qu'on avait prêt tout à l'heure, et puis la taille du client, en moyenne de la taille du client. Ouais. On pourrait rajouter d'autres données, ici on en a que 2, et il va me créer en fait les mesures, donc 2 mesures, une dimension, parce que j'en ai qu'une, et également il va me créer la possibilité d'avoir des couleurs, hein, c'est ce que va être, et créer une visualisation également. Donc pour l'instant, je vais créer ici ma mesure 1 qui va être le CA. Je vais juste changer un peu le nom, la taille du client, hein, et la dimension, c'est le client. Bon, je vais l'appeler comme ça, je ne vais pas changer. Et le squatter plot, je vais lui laisser son nom. Je prévisualise les master items qui vont être créés, hein, donc ici mes mesures, dimensions et autres, hein. Je fais create master, voilà, il l'a fait, je peux fermer et du coup je peux enlever cette extension qui ne me sert plus pour l'instant. Donc si j'enlève maintenant ma sélection ici, je vois que dans les éléments principaux, il m'a créé une dimension qui s'appelle cluster dimension client, hein, qui est fait l'ID client. Hein. Il m'a créé également, on va le voir tout de suite, une fonction R ici qui va être utilisée pour la couleur en fait, hein, des valeurs, pour les clusteriser dans mon graphique. Et puis le reste, il nous a aidé ici à créer simplement des extensions, des mesures. Si on regarde dans la valeur ici qui va servir au calcul des couleurs, on s'aperçoit en fait qu'il y a une syntaxe particulière. La première lettre, c'est celle qui est définie dans ce qu'on appelle la console de gestion, qui en fait dit quand une formule commence par R, où est le moteur qui peut me répondre. Alors ça peut être R ou n'importe quoi, c'est tout à fait quelque chose qu'on paramètre. Et ici on a mis R, donc on sait que dans ce cas-là, le moteur est référencé sur la QMC et c'est où il doit appeler, qui il doit appeler, ce qui veut dire que vous pouvez avoir du Python, du R ou plusieurs moteurs R ou peu importe qui vont pouvoir répondre. Et ensuite derrière script eval, ici on a une formulation spécifique qui ressemble un peu à du R mais pas tout à fait, puisque on va pouvoir avoir des fonctions qui vont permettre d'aller beaucoup plus vite dans l'interprétation par le moteur des valeurs qui vont être envoyées. Donc Click va envoyer la liste sous forme de table des données qu'on envoie pour avoir un seul calcul, c'est-à-dire qu'il ne va pas envoyer, s'il y a 10 000 points, il ne va pas envoyer 10 000 requêtes, mais bien une seule, avec une seule table, avec une réponse qui va être envoyée au moteur. Alors il y a une syntaxe particulière qui est très documentée dans Click, qui permet de prendre ça en main. Donc il n'est pas du tout nécessaire dans le cadre qui nous intéresse ici
de passer par l'extension qu'on a utilisée. Mais ça va beaucoup plus vite évidemment pour les cas qui nous intéressent. Donc je vais annuler ça ici, ça ne m'intéresse pas. Et donc moi je vais créer un graphique à bulles, hein, donc de la même manière qu'on avait tout à l'heure. Je vais ajouter dans ma dimension le client, les clients. Dans mes mesures, je vais prendre la somme de CA. Je vais prendre directement ici puisqu'il est déjà calculé, et la taille. Voilà, donc j'arrive tout de suite à ça. Et puis, ce qui va m'intéresser dans mes éléments principaux, c'est de prendre la couleur qui a été mise ici et de dire, je vais colorer par cluster number. Voilà, on a déjà ça. Alors, si on reprend, vous savez qu'on avait des articles en fait qui avaient un comportement différent, donc en fonction du type d'article. Donc on sait, on va faire terminer. On sait quand on prend le A, on avait une linéarité sur les produits. Voilà, donc on la retrouve très bien et on retrouve des clusters par couleur cette fois. Hein. Ça c'est le moteur qui a renvoyé en disant voilà, moi je clusterise les produits par ce type de couleur. Hein. Donc là du coup, pour le coup, on est sur des sélections clics. Hein. Alors qu'on n'est plus du tout dans le mode de fonctionnement qu'on avait tout à l'heure. On est vraiment dans du clic pur. Hein. D'accord. Donc on n'est pas, voilà, on peut faire des sélections. Si je prends le B, je vais retrouver une décorrélation comme tout à l'heure, enfin une corrélation négative, on va dire. Le C, on a les mêmes comportements que tout à l'heure, mais toujours avec la clusterisation avec, des articles, ce qui permettrait de faire une sélection aussi de ce style. Et puis enfin le type d'article D avec une corrélation un peu plus disparate que le type A, mais toujours avec ces clusterisations couleurs. Voilà. Donc c'est intéressant de voir qu'on peut tout à fait avec le clic standard, hein, tout simplement mettre des formules qui vont être utilisées directement, ce qui veut dire que ça offre des perspectives intéressantes. Et bien entendu, il est possible de créer ses propres graphiques, hein, avec comme on le fait avec n'importe quel type d'objet, hein, pour clic, qui fonctionne avec les API. Donc on peut très bien créer au besoin ou faire un graphique qui serait nécessaire pour une représentation particulière de données. Voilà. Le dernier point qu'on va voir, qui fait l'objet de la partie suivante, c'est recréer en fait un appel, une application voir une application qui appelle le R au moment du rechargement et non plus comme on vient de le voir en interactif. Mais juste avant, j'ai oublié de vous montrer deux autres exemples par rapport à celui qu'on vient de voir. C'est donc ici par exemple une représentation de la time series. Donc on a utilisé le même mode de fonctionnement que tout à l'heure avec les mêmes données. Simplement je l'ai préconstruit pour aller plus vite. Et on a pris un graphique en ligne. Et on peut voir ici, si je prends que les boîtiers, la saisonnalité, le caractère random et le trend. Et ce qui veut dire aussi qu'on peut prendre ou pas, si random nous intéresse pas, on peut très bien venir dans notre objet ici et ici dans les données enlever le random, si par exemple celui-ci m'intéresse pas. Voilà, et donc ça c'est quand même relativement intéressant. On est vraiment dans du clic et dans les paramétrages qui sont possibles. Et voilà, si je prends un autre article ou un autre, voilà. Donc tous ces calculs sont faits en temps réel avec le moteur R et toujours sur la base d'éléments qui ont été créés ici dans les mesures, hein, notamment si on prend la mesure ici, voilà, on est sur un mode de fonctionnement avec des formules R qui ont été préconstruites. Si je vais également dans la régression linéaire qui est ici, un autre exemple, voilà, on retrouve les mêmes choses avec pour l'article A ou pour l'article B des calculs, les calculs qu'on avait vus tout au début, mais cette fois interprétés avec un graphique clic. C'est exactement la même chose, hein. C'est la même fonction d'ailleurs qui est appelée par le moteur R. Voilà, donc c'était deux petites choses que je voulais vous montrer avant de passer à l'application qui fonctionne sur la base de l'appel des moteurs par le script. Voilà, donc pour ça j'utilise une application qui a été préconstruite par Click, hein, pour la démo, alors qui est un peu particulière, mais qui en fait fait une analyse de ce qu'on appelle la comorbidité. Alors la comorbidité c'est quoi? C'est quand une personne est hospitalisée, ça peut permettre de savoir si elle a attrapé des maladies qu'on appelle nosocomiales, c'est-à-dire des maladies liées à son hospitalisation. Et donc le principe qui est ici, c'est qu'au moment du script, je vais appeler un package spécifique pour ce métier-là, qui est dans le moteur R, et je lui envoie des données par patient. Et en fonction des données par patient, il va faire une analyse en me recréant une table
qui dit ben, si la maladie qu'il a eue, elle est liée théoriquement à son hospitalisation ou pas. Hein. Donc effectivement, on a moins besoin du temps réel pour ce genre d'analyse. Et si on prend déjà pour la partie résultat de ce que ça a donné, ça veut dire que par exemple ici on voit que la plupart évidemment du patient n'en ont pas, mais certains patients ont jusqu'à 5 maladies liées à leur hospitalisation. Hein. Donc si on fait ça et qu'on va à l'intérieur des 5, on peut voir ici que les hôpitaux qui sont le plus concernés, il y en a 400 dans General Hospitals et il y en a très peu dans certains autres hôpitaux. Donc il y en a qui sont particulièrement concernés par cette sélection. Donc là évidemment on est dans le mode de fonctionnement habituel de Qlik. Donc ici où c'est vraiment intéressant, c'est de pouvoir faire ces analyses. Donc vous voyez ici par exemple que évidemment si on veut prendre ceux qui sont le plus à risque, on va prendre, il y en a beaucoup qui sont sur 3 5, on va prendre ceux-ci, 3 et 5. Et voilà, et du coup directement pouvoir aller, par exemple si on a changé dans les hôpitaux pour voir lesquels sont concernés, ou donc ici on a fait une hiérarchie, donc on directement sur l'hôpital quand on n'en prend qu'une. Mais voilà, donc l'intérêt c'est plutôt au-delà de cette analyse de comprendre ce qui s'est passé dans le fonctionnement de l'application. Et donc si je vais dans le modèle de données de l'application, j'ai simplement une table qui a été créée, c'est celle-ci, par le script. Donc c'est une table complémentaire par patient et qui me calcule le comorbidity score. Donc si j'affiche le détail, voilà, c'est un calcul qui a été ramené ici, qui est par rapport à des paramètres qui ont été envoyés au moteur R. Alors, si on va dans le script, ici on va retrouver en fait un mode relativement simple maintenant, puisque depuis la nouvelle version on n'a plus depuis la version de février en fait 2018 on a une simplification extrême dans l'appel des fonctions, puisque en gros tout se passe ici, hein, donc on va faire une extension RScript eval dans laquelle on va dire quelles sont les valeurs qu'on envoie au moteur R, et surtout quelle formule on va utiliser pour le moteur R. Donc c'est une formule qui est dans un fichier qu'on a créé avant, qui va permettre en fait d'interpréter la valeur. Alors je sais plus si je voulais peut-être vous montrer cette formule, mais je suis pas sûr de l'avoir. Non, je l'ai pas là, je sais pas exactement où je l'ai mise. Bon, enfin, c'est une formule qui est sous un format TXT, c'est une formule R, exactement le même style que celle qu'on a vue tout à l'heure dans la partie présentation. Et donc au moment du chargement, donc ça prend à peu près 30 secondes pour les calculs, mais il y en a beaucoup ici en général. Ce genre de calcul est même un peu plus rapide, mais là ça prend une trentaine de secondes, mais enfin on peut estimer aussi que dans certains packages on peut avoir des calculs beaucoup plus longs, donc tout simplement ici ça permet de retrouver l'associativité Qlik sans appel ultérieur au moteur. Voilà. C'est ça qui est vraiment intéressant. Voilà, bon, ça se termine ici la partie démo. Je vais maintenant revenir juste à la partie slide pour revenir sur la partie architecture cette fois. Voilà. Et dans l'architecture, les points clés dont je voulais parler, c'est que les premières versions d'intégration sont arrivées mi-2017 avec un gros changement de simplification important en février 2018. Que ces fonctions sont bien entendu supportées sont compatibles pour QlikView et QlikSense. Qu'elles sont supportées par Qlik, qu'elles ne nécessitent aucune licence additionnelle. Donc tout est compris dans dans ce qu'on vient de voir, vous l'avez en fait, hein, il suffit de l'installer. Que le déploiement est fait sous la forme d'une extension, donc qui est intégrée au serveur. Bon, tout type d'usage, ça dépendra des packages, enfin ça vous en avez vu le détail. Pardon. Et la communication avec le serveur distance se fait via le RPC, le gRPC de Google. Hein, ça c'est pour la petite histoire, pour les gens qui s'intéressent à la partie technique. Et on a vu qu'on pouvait créer des fonctions en script évaluées directement par le moteur tiers. Donc ça c'est des choses qu'on a vues. Voilà, donc je vais aller assez vite ensuite sur le reste, hein, parce que le PowerPoint pourra mettre à disposition sur demande. Ou ici on redétaille un petit peu ce que je vous ai montré tout à l'heure, hein, la table qui est envoyée au moteur durant l'exécution du script pour retourner une table de résultats. Ici le fonctionnement classique par rapport à
certains des moteurs Python ou d'autres types de calculs, hein. Donc c'est le gRPC qui fait la communication avec. Mais pour R, une particularité, puisque comme je vous l'ai dit, il y a le SSR plugin qui a été développé en C# qui lui interprète les formules entre Click Engine et le moteur R pour pouvoir donner une réponse à Click. Donc en fait, il fait surtout une mise en forme des données, hein. Voilà. Et puis d'autres choses qui expliquent pourquoi l'efficacité envoyée en fait par notamment pour chaque valeur un calcul à l'objet serait extrêmement consommateur, alors qu'avec la méthode qu'on a vue un tout petit peu ici de script eval, où on envoie des valeurs sommées, ben évidemment il va faire que une seule demande de calcul avec un retour du moteur sous forme de X valeurs d'un coup. Donc ça va aller beaucoup plus vite, hein. C'est input and rows, output and rows, enfin voilà, c'est exactement ça. Et puis ici un petit exemple sur le paramétrage, mais de toute manière dans la partie ressources que je vais vous mettre maintenant ici, donc qui sera disponible sur le PowerPoint, vous avez absolument tout, tout est documenté, il y a même une vidéo d'installation, hein, comme je l'ai marqué ici, qu'il suffit de suivre à la lettre pour ne pas avoir de problème d'installation. Je vous recommande également de suivre par rapport à les explications sur l'installation, de bien prendre les mêmes versions pour ne pas avoir de soucis par rapport au plugin. C'est-à-dire si la version de R c'est la 5.4, mais mettez celle-ci, ne mettez pas forcément la dernière, donc vous n'avez pas d'utilité particulière. Et vous êtes sûr que l'ensemble des autres fonctions tourneront avec, hein. Voilà, c'est préférable. Voilà, donc ceci conclut cette présentation. Je pense qu'elle est assez complète et il y a beaucoup de choses, mais ça vous donne une bonne vue de ce que maintenant Click est capable de faire, et surtout des perspectives entre l'interaction Click avec ces moteurs. Est-ce qu'on est très très loin en fait de la complexité qu'on avait auparavant de l'utilisation que par les data scientists de ce type de solution. Voilà. Eh bien merci, on reste à votre disposition pour tout besoin de renseignements complémentaires. Merci pour votre attention.